Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Thierry Santa, membre du gouvernement en charge notamment du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en tant que président du 16e gouvernement, vous avez géré 2 crises sanitaires par le passé, 2 confinements. Nous en sommes au 3e, mais le virus est cette fois-ci entré en Nouvelle-Calédonie. Le variant Delta a déjà fait plusieurs victimes. En fait, c'était inéluctable. La Calédonie ne pouvait pas rester éternellement Covid-free. C'est évident. Même à l'époque où j'exerçais encore les fonctions de président du gouvernement, on avait annoncé à la population que la Nouvelle-Calédonie devait se préparer à l'introduction du virus ici en Nouvelle-Calédonie. L'objectif qui était le nôtre était de faire en sorte que la population soit prête à cette introduction grâce à une vaccination la plus large possible pour atteindre cette fameuse protection collective que nous avons évoquée à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, envisager de permettre cette introduction du virus. C'était ça la stratégie du 16e gouvernement. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le virus finalement est rentré tout seul, sans que nous ayons, malgré toutes les mesures que nous avons prises pour éviter cette situation. Et on en est là aujourd'hui avec une gestion d'une crise sanitaire, d'une tragédie même sanitaire, du fait de cette introduction et de la vitesse de propagation de ce virus. Le SAS sanitaire, ça a tout de même été un système, un dispositif qui a permis de retarder l'entrée de ce virus. Avec le recul, on s'aperçoit que ça nous a quand même permis d'avoir un peu de recul par rapport à l'épidémie mondiale. C'est clair, c'était vraiment, encore une fois, l'objectif de faire en sorte que la population puisse se vacciner de manière à pouvoir être protégés collectivement au moment de l'introduction du virus. C'était ça l'objectif, et le SAS permettait d'éviter que le virus rentre en Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, encore une fois, on l'a toujours dit, le risque zéro n'existait pas. Tout le dispositif s'appuyait sur un risque justement défini par nos experts scientifiques sur lequel nous nous sommes appuyés, qui permettait de considérer que ce risque était suffisamment infime pour être protégé. Et malgré tout, le virus Delta, le variant Delta, avec sa capacité de contagiosité qui est la sienne et sa capacité d'être plus directement, plus facilement transmissible, donc cette vitesse de contagiosité que j'évoque, a fait que le virus est rentré malgré tout le dispositif du SAS à l'entrée. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parvenu à atteindre des taux de vaccination plus importants? Là aussi, avec le recul, alors on avait des vaccins, il y a eu des campagnes pour inciter les gens à se vacciner. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant? Honnêtement, j'en suis d'abord premièrement très désolé, parce que je crois qu'on ne serait pas dans la situation que nous vivons aujourd'hui si les gens, pendant les 8 mois qui se sont écoulés, avaient pris cette responsabilité de se faire vacciner. Donc j'en suis vraiment très désolé. Peut-être que il y a eu un phénomène qui, hélas, est lié à la situation Covid-free dans laquelle nous vivions, où les gens n'étaient pas inquiets, ont cru que la Nouvelle-Calédonie vivait hors du monde et qu'à aucun moment ce virus n'allait rentrer sur le territoire, et ce qui, je crois, a incité certains d'entre eux à ne pas se faire vacciner. D'une part. D'autre part, on connaît tous un certain nombre de personnes qui font des campagnes d'information ou de désinformation plutôt auprès de la population calédonienne en expliquant que la vaccination n'est pas une solution et en prenant une responsabilité énorme de ce point de vue. Je veux dire, en disant cela, ils font courir un risque à tout un chacun, mais aussi à la population dans sa globalité. En disant aux gens que la vaccination n'est pas la solution, c'est mettre en péril la vie de certains de nos concitoyens, et en particulier nos plus fragiles, nos anciens. Donc c'est intolérable. Enfin, je n'arrive pas à comprendre qu'on arrive à diffuser ce genre d'informations, en particulier encore aujourd'hui, quand on vit ce que nous vivons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On va revenir dans un instant sur la vaccination obligatoire qui a été adoptée par le Congrès. Mais en attendant, vous avez des chiffres. On en est où? Et est-ce qu'on a un espoir d'atteindre l'immunité collective, et quand? Parce qu'on a vu que ces dernières semaines, ces derniers jours, les gens se bousculaient dans les vaccinodromes. Si le rythme de la vaccination continue par rapport à celui que nous avons vécu cette dernière semaine, autrement dit à peu près 25 000 vaccinations par semaine,
On devrait pouvoir atteindre l'objectif de 80% de vaccination totale de la population au début du mois de novembre, avec un schéma vaccinal complet. Maintenant, si le rythme s'accélère, ce que j'espère, puisque d'autres centres de vaccination sont en train de s'ouvrir partout sur le territoire, on envisage également la médecine de ville d'avoir cette possibilité de vaccination directement au niveau des médecins traitants. Tout ça devrait, je l'espère, permettre d'accélérer encore ce rythme de vaccination. Et plus vite on ira, moins longtemps nous serons dans des contraintes de vie ici en Nouvelle-Calédonie. Dès lors qu'on aura atteint cet objectif de 80-85% de la population vaccinée, on pourra considérer que cette protection collective sera effective et donc commencer à réouvrir complètement notre système de fonctionnement économique, social en Nouvelle-Calédonie et même au-delà, même nos frontières, pour pouvoir se déplacer comme on le souhaite. C'est ça l'objectif. Et encore une fois, plus vite on se fera vacciner, plus vite on atteindra cet objectif. Les vaccins, on en aura autant, puisque paradoxalement, il y a quelques semaines, on s'inquiétait en disant il va falloir jeter des vaccins parce qu'ils seront périmés. Le ministre des Outre-mer parlait de véritables scandales si ça arrivait. Finalement, on ne va pas en jeter, mais est-ce qu'on en aura assez si tout le monde veut se faire vacciner L'État, de toute façon, s'est engagé à fournir la quantité de vaccins nécessaires. Je vous confirme qu'on n'en jette pas, que les choses se passent très bien, que tous les stocks sont bien gérés, que la logistique nécessaire pour pouvoir transporter ces vaccins auprès des différents centres de vaccinodromes et de vaccination sont efficaces et qu'il n'y a pas de perte de vaccins aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et encore une fois, l'État s'est engagé à nous fournir le nombre de vaccins nécessaires. Il s'est même engagé à ouvrir la panoplie des vaccins qui vont pouvoir être administrés ici en Nouvelle-Calédonie, parce que je sais que certains de nos concitoyens ne sont pas forcément opposés à la vaccination, mais par contre ne souhaitent pas se faire vacciner par les vaccins ARN messagers, comme le Pfizer qu'on utilise aujourd'hui, et souhaiteraient avoir la possibilité de se faire vacciner par des vaccins plus traditionnels. Donc on a demandé à l'État également d'ouvrir la panoplie des vaccins qui vont pouvoir être administrés ici en Nouvelle-Calédonie. Pour en revenir au sas sanitaire dont on parlait tout à l'heure, il a disparu de fait aujourd'hui. Il n'y a plus besoin, à la limite, de sas sanitaire puisque le virus est là. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui arrivent ou qui arriveront à Tontouta une fois que l'espace aérien sera réouvert, même si ce n'est qu'en partie ? Alors, je ne veux pas anticiper sur la déclaration que le président du gouvernement et le haut-commissaire vont faire cet après-midi à 14h, où ce sujet-là, entre autres, va être évoqué. Mais l'objectif, encore une fois, n'est pas forcément de lever le sas sanitaire. Il a été adapté, comme vous l'avez dit, puisqu'on a été dans l'obligation de libérer les places d'hôtel de manière à pouvoir y mettre des personnes positives, asymptomatiques, mais qui nécessitaient un suivi médical. Donc c'est devenu d'une certaine manière des hospitels. Et donc on a fait en sorte que les personnes qui rentrent en Nouvelle-Calédonie s'isolent à domicile, de manière à malgré tout éviter l'introduction complémentaire de virus en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que ce que va annoncer le président cet après-midi ira dans ce sens. C'est-à-dire qu'on aura toujours un sas sanitaire à l'entrée, mais qui sera davantage pratiqué à domicile par les arrivants qui arrivent ici en Nouvelle-Calédonie. Toujours sans déflorer les déclarations du président du gouvernement et du haut-commissaire cet après-midi, on peut penser que le confinement qui est entré en vigueur le 7 septembre pour 15 jours va être nécessairement prolongé. Je veux dire, ça surprendrait personne. Je laisse le président répondre à cette question, mais il est évident que il faut que les auditeurs comprennent que la stratégie du gouvernement aujourd'hui consiste à essayer de casser au maximum la chaîne de transmission du virus, de manière à limiter l'impact de cette propagation sur notre système hospitalier. On est déjà quasiment à un niveau de saturation de notre système hospitalier, puisque au chiffre d'hier soir, plus de 160 personnes étaient hospitalisées, dont 27 en réanimation. Et je parle des chiffres d'hier soir. Très probablement, au moment où je vous parle, on en est encore à davantage. Il y a aujourd'hui pratiquement 2500 cas positifs avérés en Nouvelle-Calédonie. Donc forcément, le nombre va continuer à augmenter. Et la cinétique de la propagation de ce virus fera que malgré ces mesures de confinement strictes que nous prenons aujourd'hui, le chiffre va continuer à grossir pendant au moins les 15 jours qui viennent et peut-être même les 3 semaines à venir. Donc on n'est pas au pic de la maladie aujourd'hui. Et l'objectif, je le répète, c'était de casser au maximum
cette transmission du virus en Nouvelle-Calédonie par des mesures strictes de confinement pour limiter au maximum les regroupements, d'où également la mesure de couvre-feu que le haut-commissaire a également prise pour éviter donc que la propagation continue à une vitesse trop rapide. C'est ça la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. On aura ensuite une deuxième étape, mais on n'y est pas, encore une fois, où on commencera à envisager des assouplissements dans cette disposition de confinement dès lors que on aura considéré que d'une part la propagation du virus sera moins rapide et que d'autre part la population se sera vaccinée également à un certain niveau. C'est sur la base de ces deux critères que nous allons envisager des mesures de déconfinement progressives. Mais tant qu'on n'est pas là, on continuera à maintenir cette logique, cette volonté qui est la nôtre de casser au maximum la propagation du virus. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà géré 2 crises sanitaires, 2 confinements, même si c'était un peu différent puisque le virus n'était pas vraiment là, ou en tout cas qu'on avait réussi à enrayer sa progression à l'époque. Vous êtes associé aujourd'hui complètement à la gestion de cette crise. Vous apportez votre expérience ou votre expertise au gouvernement Mapou ? Oui, clairement, le gouvernement collégial donc se réunit tous les jours pour évoquer tous ces sujets, et prendre les décisions ou formuler les propositions qui sont ensuite débattues au niveau de la direction opérationnelle, c'est-à-dire avec le haut-commissaire et les présidents de province, dans un deuxième temps, tous les jours. Donc on est associé clairement à la gestion de cette crise. Je constate que le 17e gouvernement s'est appuyé finalement sur la même organisation que nous avions mise en place, nous, au 16e gouvernement, dans la gestion globale de cette crise. Donc je considère qu'effectivement, l'expérience qui a été la nôtre permet au 17e gouvernement de pouvoir réagir un peu plus rapidement finalement à la situation, qui n'est pas la même malgré tout. Il faut peut-être le dire clairement également aux Calédoniens. Ce qu'on a vécu les 2 premières fois n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde le constate. Aujourd'hui, le virus circule, le virus se propage dans toute la population calédonienne, alors que les 2 premières fois, nous avions réussi à maîtriser cette propagation au point de revenir à un statut de Covid-free à chaque fois. Très honnêtement, toutes les études scientifiques actuelles nous font penser qu'on ne retrouvera pas ce statut de Covid-free et qu'il faudra à un moment donné vivre en Nouvelle-Calédonie avec le virus du Covid-19. C'est ça la réalité de notre pays. Maintenant, le but est d'arriver à le faire dans les meilleures conditions possibles pour la population. Et quand je dis ça, c'est dans les conditions possibles de soins qui accompagnent le traitement de cette maladie, avec des unités de soins qui soient suffisamment disponibles et pas saturées, donc, pour pouvoir traiter les personnes qui vont tomber malades maintenant pendant encore très très longtemps. Alors maintenant, vous êtes en charge notamment du travail dans ce 17e gouvernement. Et on sait que la situation actuelle, la crise sanitaire, le confinement strict, ça provoque évidemment de très nombreuses conséquences, notamment dans le monde économique. Les commerces sont fermés, les entreprises ont ce problème de salariés qui sont ou malades ou cas contact. On en a vu beaucoup ces dernières semaines. Comment est-ce qu'on gère ça ? Est-ce qu'il faut adapter la réglementation ? Comment fait-on pour que le monde économique puisse continuer à fonctionner à peu près normalement pendant cette période ? Alors, les vraies questions qui se posent aujourd'hui par le monde économique, qu'on a rencontré déjà à plusieurs reprises avec Christopher Gigès et Adolphe Digoué, on est tous les 3 responsables de la cellule économie-emploi qui gère la crise sanitaire, et concernent justement la manière dont ils doivent réagir quand ils se retrouvent face à un salarié soit positif, soit effectivement personne contact d'un cas positif. Donc tout un protocole est en cours de finalisation avec leur avis, puisque ça se fait en partenariat avec eux. Une dernière réunion est prévue pas plus tard que cet après-midi pour finaliser ce fameux guide qui va être ensuite diffusé à toutes les entreprises calédoniennes pour définir clairement les procédures et les mesures à prendre dans de telles situations. La question qui se pose derrière, c'est comment ces personnes qui vont devoir être isolées vont être indemnisées. Qui les prend en charge aujourd'hui ? Est-ce que les personnes malades vont rentrer dans le système classique d'un arrêt maladie. Je veux dire qu'on soit malade du Covid-19 ou d'une grippe ou de toute autre chose, il y a un système qui existe de prise en charge et celui-là continuera bien entendu. Là, on parle plutôt des cas positifs asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne sont pas malades mais qui devront être isolés quand même d'une manière ou d'une autre,
ou des personnes contacts de ces cas asymptomatiques qui devront également être isolés et pouvoir faire un test et pouvoir vérifier s'ils sont positifs ou pas. Toutes ces personnes-là, on envisage de les indemniser de manière à ne pas faire peser cette charge sur les entreprises calédoniennes qui vont déjà se retrouver, qui sont déjà dans des difficultés financières et économiques du fait du ralentissement du système économique lié à la crise. Et donc l'objectif, c'est de trouver une manière de pouvoir indemniser toutes ces personnes sans que ça pèse sur les finances des entreprises calédoniennes. C'est tout ça qui est en cours de finalisation. On espère pouvoir présenter un texte au gouvernement mercredi prochain, en séance du gouvernement mercredi prochain, un projet de délibération qui ensuite sera déposé sur le bureau du Congrès, qui est l'instance décisionnaire en la matière. Donc c'est tout ce travail qui est en cours. Donc je vous parle beaucoup au conditionnel parce que tout ça n'est pas finalisé. Mais sachez, je m'exprime là, je m'adresse plutôt à tous les responsables économiques en général, que ce soit des salariés ou que ce soit des chefs d'entreprise. Sachez que les choses sont en cours de finalisation et que début de semaine prochaine, il y aura des annonces officielles qui préciseront tous ces protocoles et toutes ces modalités de prise en charge, avec, encore une fois, l'objectif de ne pas pénaliser ni les entreprises, puisqu'elles ne le sont déjà aujourd'hui, ni les salariés, pour éviter qu'on rajoute de la crise à la crise. C'est en concertation avec les organisations patronales et les organisations syndicales, avec tous les partenaires sociaux. Tout ça est fait en concertation avec tous les partenaires sociaux, effectivement. L'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'un salarié peut invoquer son droit de retrait, refuser de venir travailler à l'entreprise, s'il y a un cas de Covid qui est détecté dans l'entreprise ? Dans l'état actuel de la réglementation, un salarié ne peut pas se prévaloir du droit de retrait. C'est un référent au sein de l'entreprise qui va être mis en place, qui va définir véritablement la nature du contact, si véritablement on considère que cette personne est une personne contact réellement. Il suffit pas de croiser un individu Covid+ pour considérer qu'on est contact. Il y a des protocoles sanitaires qui disent à quel moment on considère qu'une personne est considérée comme contact d'un cas positif avéré. Et donc ces référents-là, ce sont eux qui vont être chargés de définir ce statut de contact ou pas. C'est pas le salarié lui-même qui pourra le définir et faire prévaloir son droit de retrait, ça c'est pas possible. Au même titre qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation actuelle, un chef d'entreprise ne peut pas empêcher un salarié non vacciné à venir travailler. C'est aussi une question récurrente qui revient dans toutes nos réunions. Et la réponse, elle est claire. Dans l'état actuel de la réglementation, ce n'est pas possible. Tout travailleur, qu'il soit vacciné ou pas vacciné, a le droit de venir travailler. On ne peut pas l'empêcher de venir travailler. Ces dispositions vont évoluer à partir du 31 octobre. Toujours dans le cadre de la réglementation actuelle. Vous savez qu'une délibération sur l'obligation vaccinale a été votée par le Congrès et précise qu'au 31 octobre, des salariés de certaines entreprises sensibles, on va les appeler comme ça, ont une vraie obligation vaccinale, au risque de pouvoir être pénalisés par une amende de 175 000 francs. Jusqu'à cette période-là... C'est le salarié qui est sanctionné ou l'entreprise ? Le salarié. Je répète à nouveau, le salarié qui sera sanctionné par cette amende de 175 000 francs, avec toute une procédure contradictoire, bien sûr, qui accompagne cette décision finale potentielle. Et c'est pendant toute cette période jusqu'au 31 octobre, personne ne peut empêcher qui que ce soit de travailler et personne ne peut se prévaloir de son droit de retrait. À partir du 31 octobre, un chef d'entreprise pourra, là, effectivement, aura même l'obligation d'abord de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise du salarié concerné. Et la question qui reste en suspens dans le cadre réglementaire actuel, c'est qu'est-ce qui se passe si le salarié ne se fait toujours pas vacciner, s'il n'est pas possible de le reclasser, qu'est-ce qui arrive ? Et au moment où on se parle, je n'ai pas la réponse à cette question, puisque la délibération, encore une fois, qui a été votée par le Congrès, n'apporte pas de réponse à cette question. Donc là aussi, les discussions sont en cours avec les partenaires sociaux pour envisager un système peut-être un peu plus coercitif, comme une suspension de contrat, par exemple. Donc, tout ça se discute, c'est pas encore acté, c'est pas validé, je le répète, tout ce que je dis ce midi, mais on réfléchit à une manière de rendre un peu plus coercitive, finalement, cette obligation vaccinale. Et on réfléchit d'autre part à l'éventualité d'élargir à toutes les entreprises, et pas uniquement aux entreprises sensibles, comme c'est le cas aujourd'hui, ce dispositif d'obligation vaccinale. Voilà, c'est toutes ces réflexions-là qui sont en cours avec les partenaires sociaux,
qui nécessitent encore des discussions, des échanges, et qui, j'espère, aboutiront à des outils pertinents et efficaces pour inciter la population calédonienne à aller chercher cet objectif de protection collective. Parce que l'obligation vaccinale a été adoptée par le Congrès, mais paradoxalement, si on peut dire, un chef d'entreprise ne peut en aucun cas obliger l'un de ses salariés à se faire vacciner. Dans l'état actuel des choses, il ne peut pas l'obliger jusqu'au 31 octobre. Même après, d'une certaine façon, personne ne peut obliger personne. On ne verra pas les gens en prison. Mais par contre, il y a des dispositions d'amende dans un premier temps. Et je répète ce que je viens de dire, et voire même peut-être d'autres dispositions encore plus coercitives de suspension de contrat. Mais ça, c'est dans le cadre d'une réglementation qui serait à venir. Aujourd'hui, c'est uniquement une amende que le salarié devra payer. Par contre, à partir du 31 octobre, un chef d'entreprise pourra décider que ce salarié ne vienne pas travailler. Mais qui prend en charge cette absence de salarié ? Aujourd'hui, rien ne précise les choses en la matière. Donc c'est tout ce travail de fond qui est en cours. Faut juste se rappeler que cette délibération, elle a été adoptée le 3 septembre 2021, à un moment où la Calédonie était encore dans un statut de Covid-free. Et dans le cadre de la stratégie que j'ai évoquée du 16e gouvernement, d'accélérer la vaccination pour aller chercher cette fameuse protection collective. Le 6 septembre a été déclarée la pandémie en Nouvelle-Calédonie. Même si maintenant on sait que ce virus visiblement circulait déjà depuis quelques semaines, ou 1 ou 2 semaines déjà sur le territoire, au moment où le Congrès a délibéré, l'état d'esprit général était un état d'esprit de Covid-free. Donc c'était vraiment une délibération qui avait pour objectif d'inciter la population à aller se faire vacciner, mais sans être trop coercitive d'une certaine manière. Elle n'est plus, à mon sens, adaptée à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut absolument faire évoluer cette délibération. C'est ce sur quoi nous travaillons avec les partenaires sociaux pour pouvoir aboutir à un projet de délibération modificative à présenter au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour aller vers des mesures peut-être, encore une fois, je le répète, plus coercitives et plus larges que ce que ce n'est aujourd'hui. Et sans oublier également l'idée d'envisager la mise en place d'un pass sanitaire ici en Nouvelle-Calédonie. Alors ce serait aussi servir dans ce cadre. Ce serait à l'image de ce qui existe en métropole déjà, on s'en inspirerait beaucoup. Ce serait quoi les éléments pour bénéficier de ce pass sanitaire ? La double vaccination, enfin le schéma vaccinal complet. On va forcément s'inspirer de ce qui fonctionne. Je veux dire, c'est ce qu'on a fait depuis le début de la gestion de cette crise. Ça a été, je l'ai dit, je l'ai répété, l'avantage de la Calédonie, justement, d'être dans cette période Covid-free. Ça nous a permis de pouvoir nous inspirer un peu de tout ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et en l'occurrence, on va également faire la même chose pour ce pass sanitaire. On va utiliser quasiment le même dispositif que celui qui est prévu qui fonctionne en métropole. En l'occurrence, un pass sanitaire qui permet de savoir si la personne a un schéma vaccinal complet ou si la personne a été contaminée à un moment donné et donc est maintenant immunisée naturellement, ou si la personne a fait un test PCR 72 heures avant. C'est ces 3 éléments-là qui vont permettre d'avoir ce pass sanitaire qui va dire rouge ou vert. Si elle a un de ces 3 critères, ça sera vert. Si elle n'a pas un de ces 3 critères, ça sera rouge. Et ce pass va permettre à un chef d'entreprise, pour revenir à votre question précédente, de savoir si son salarié, finalement, est immunisé d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas pas contaminé. Et donc pouvoir travailler, si on va jusqu'à une logique d'obligation dans ce sens, pour pouvoir continuer à travailler. Mais ça servira aussi à la reprise de l'activité économique. La réouverture des commerces, des restaurants, des bars. Effectivement, d'envisager que ce pass soit utilisé pour pouvoir rentrer dans des lieux de regroupement dans lesquels on ne peut pas maîtriser complètement la distanciation sociale ou ce genre de choses. Donc, comme vous dites, restaurants, par exemple, ce genre de choses. C'est à ça que va servir ce pass sanitaire. Selon les travaux actuellement en cours dans les directions de la Nouvelle-Calédonie, on pense qu'on pourra mettre en œuvre ce dispositif de pass sanitaire dans la 2e quinzaine du mois d'octobre. Donc, dans un premier temps, il faudra envisager une autre procédure, mais on espère aller le plus vite possible pour que le pass lui-même puisse être opérationnel le plus rapidement possible. Ça ferait d'ici un mois, quoi, un petit mois. Si tout va bien. Il y a un aspect qui vous concerne aussi, je suppose, c'est le télétravail. Dans ces périodes de confinement, un certain nombre d'entreprises ont recours au télétravail
On avait commencé à voter un certain nombre de textes le concernant lors des précédents confinements. Est-ce qu'il y a des règles particulières vraiment qui l'organisent? Comment est-ce qu'il est encadré aujourd'hui? Comment ça marche? Clairement, c'est le chef d'entreprise qui peut décider si son salarié peut travailler en télétravail. Aujourd'hui, il y a une incitation forte du gouvernement auprès des entreprises pour inciter justement leurs salariés à télétravailler à domicile, de manière, encore une fois, à éviter la circulation et les regroupements de personnes de quelque nature que ce soit, mais bien entendu que tous les salariés ne peuvent pas travailler en télétravail. Donc l'objectif, c'est que tant que c'est possible, dès que c'est possible, que les chefs d'entreprise organisent leur société pour faciliter finalement ce télétravail à domicile de leurs salariés. Alors on le voit, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de textes en préparation, beaucoup de dispositions. Tout ce dispositif a forcément un coût. Récemment, il a été chiffré par le porte-parole du gouvernement à quelques 20 milliards. On trouve où l'argent, surtout quand on connaît déjà l'état des finances de la Calédonie? Alors, d'abord préciser que le chiffre annoncé donc par mon collègue Yannick Slamette n'est pas définitif. Les évaluations sont toujours en cours. On n'a pas fini. Par exemple, l'évaluation du coût de l'indemnisation de toutes ces personnes qui vont être isolées, soit parce que asymptomatiques positives ou personnes contact, comme on a évoqué le sujet tout à l'heure. Tout ça n'est pas encore chiffré, par exemple. On a d'autres mesures qui sont de développement du système de vaccination qui ont un coût, des mesures de réquisition d'hôtels dans le nord, dans les îles, qui ont un coût. Donc tout ça est en cours de chiffrage. On n'a pas complètement finalisé ces évaluations. Donc le chiffre de 20 milliards n'est pas définitif. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et il pourrait être plus important, quoi. Clairement, ça pourrait dépasser les 20 milliards. Sera au-delà des 20 milliards en question. Deuxième question, c'est celle que vous soulevez, c'est comment on finance ces dépenses à venir. Ce qui est communément admis par les 11 membres du gouvernement, c'est que la Calédonie ne pourra pas le financer toute seule. Ça, c'est une évidence qui est acceptée et reconnue par chacun d'entre nous. Maintenant, savoir, à partir de ce constat, comment on fait, c'est une autre histoire. C'est toujours en discussion. On a plusieurs éventualités qui sont devant nous. On peut demander une aide directe de l'État, on peut demander un emprunt garanti par l'État, on peut envisager peut-être d'autres formules par ailleurs. Ça, pour l'instant, c'est pas encore arrêté par le gouvernement collégial. On a noté tout de même que le 17e gouvernement n'écartait plus l'idée d'un prêt, alors que pendant un moment, il n'en voulait pas. Ça vous satisfait? Vous pensez que c'est indispensable, ce prêt demandé à l'État? Je ne vais pas vous dire le contraire. Je l'ai moi-même proposé quand on n'était même pas encore en crise sanitaire telle que nous la vivons aujourd'hui. Vous avez convaincu le nouveau gouvernement? On avait une obligation de mobiliser cet emprunt pour faire face au moins à cette dette antérieure qui pèse sur les comptes de nos structures hospitalières. Le 17e gouvernement n'était pas dans cette démarche-là au début de son mandat. Clairement, aujourd'hui, la situation, la critique sanitaire que nous vivons a fait évoluer les avis des uns et des autres. Je pense que chacun est peut-être un peu plus ouvert, finalement, à des possibilités qu'il n'envisageait pas avant que nous vivions la crise que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous gardez également un œil sur les comptes sociaux? On sait que vous en aviez la charge dans le 16e gouvernement et on sait que là non plus, la situation ne s'améliore pas. Au-delà d'en avoir la charge au 16e gouvernement, en tant que membre du gouvernement, et je pense que je peux parler au nom de mes 10 collègues, on a tous conscience de la situation grave de nos comptes sociaux, a fortiori dans la crise que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons voté à l'unanimité le projet de décision modificative que le gouvernement a déposé sur le bureau du Congrès mercredi dernier, et qui a pour objectif de gérer l'urgence absolue. C'est une décision modificative de 3,5 milliards à peu près, 3 milliards et 500 millions, pour pouvoir faire face au moins aux dotations globales de fonctionnement des hôpitaux jusqu'au mois de novembre, ce qui permet d'assurer les salaires, les remboursements de dettes, enfin tous les frais fixes des structures hospitalières et pas les mettre en difficulté en pleine gestion de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Bien entendu que c'est pas suffisant. On a évoqué 20 milliards, mais certainement davantage de besoins réels de la gestion globale de la crise. Et donc, là, il y aura forcément une deuxième décision modificative à venir qui, elle, devra prendre en compte plus largement les besoins globaux de la gestion de cette crise. Thierry Santa, vous êtes en charge du travail. Je le disais, vous êtes également en charge de la politique du bien vieillir dans le
17e gouvernement. Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières pour les EHPAD, pour les maisons de retraite, comme ça a été le cas en métropole au tout début de la pandémie ? Alors, on avait au mois de février dernier lancé toute une campagne de vaccination dans les structures accueillant des personnes âgées partout sur le territoire, qui avait porté ses fruits, puisqu'on avait réussi de mémoire à aller à 65% de vaccination des personnes concernées. On remet en œuvre une deuxième campagne au moment où je vous parle, là, elle est en cours, en s'appuyant cette fois-ci sur le personnel soignant de chaque structure pour permettre à chacun de pouvoir vacciner directement leurs patients ou leurs clients par les personnels soignants de la structure elle-même, de manière à être plus efficace. Ça, c'est une chose. Donc, on est attentif, bien sûr, à la manière dont les choses se passent dans ces structures. Mais on a aussi eu pas mal de remontées de personnes âgées qui étaient isolées à domicile, qui ne pouvaient pas se déplacer et qui ne pouvaient pas aller se faire vacciner. Et là aussi, on a ouvert la possibilité de vaccination aux infirmiers libéraux qui suivent régulièrement toutes ces personnes à domicile, âgées à domicile, et qui vont pouvoir également procéder à la vaccination de ces personnes à partir de la semaine prochaine, puisqu'il y a tout un processus de logistique derrière, de gestion de ces vaccins. C'est quand même assez lourd à mettre en œuvre, mais à partir de la semaine prochaine, donc les infirmiers libéraux pourront vacciner leurs patients qui suivent à domicile et qui ne peuvent pas se déplacer pour se faire vacciner. Thierry Santa, c'est bientôt la fin de ce magazine. On en parle depuis une demi-heure. Le virus Delta est là. Il a une force de contamination impressionnante. Il y a déjà des victimes. On est obligé de se poser la question, et dans la population, elle doit commencer à se poser. Dans moins de 3 mois maintenant, le 12 décembre, les Calédoniens sont appelés à participer au 3e référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'il est toujours envisageable, malgré ce qu'ont pu dire les autorités de l'État, est-ce qu'il est toujours envisageable que le référendum se déroule normalement le 12 décembre ? C'est une excellente question, Madame Noir. C'est une question qui, forcément, est déjà dans la tête de beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, responsables politiques de tous bords confondus, qui va forcément faire l'objet d'échanges dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Vous savez, moi, je pense que ce que nous vivons, cette tragédie sanitaire que nous vivons aujourd'hui, elle doit nous amener 2 enseignements essentiels. Le premier enseignement est que d'abord, la Calédonie ne peut pas vivre hors du monde. Je l'avais dit déjà à l'époque, je le redis aujourd'hui, et la preuve en est, ce virus, il a fini par rentrer en Nouvelle-Calédonie. Qu'on le veuille ou pas, la Calédonie fait partie du monde. Premier enseignement. Deuxième enseignement, la Calédonie ne peut pas vivre seule dans le monde. Si nous avions été tout seuls, comme certains territoires du Pacifique aujourd'hui, la situation serait beaucoup plus catastrophique que celle que nous vivons aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne. Je dis juste que je constate qu'on a la chance d'avoir une grande nation près de nous qui nous aide, qui nous apporte les vaccins dont nous avons besoin, même probablement les aides en personnel médicaux à venir, qui nous aide financièrement à soutenir notre économie calédonienne. C'est ce constat-là. C'est un constat, encore une fois, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est le deuxième enseignement que je tire de cette situation que nous vivons ici en Nouvelle-Calédonie. La Calédonie ne peut pas vivre hors du monde et la Calédonie ne peut pas vivre seule dans le monde. À partir de ce constat, c'est une vraie question que vous posez. A-t-on besoin d'un 3e référendum qui n'apportera pas de réponse à ces 2 constats que je viens de soulever? A-t-on besoin de faire un 3e référendum? Prenons acte de cette situation, de cette réalité, de ces constats, et ensemble, peut-être, envisageant l'avenir sur la base de ces 2 constats. En tout cas, la question est posée et la réflexion, vous le disiez, va sûrement avoir lieu chez les différents responsables politiques de Nouvelle-Calédonie. Thierry Santa, merci d'accepter notre invitation ce midi dans ce magazine Transparence. Merci pour l'invitation.